Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée assez fascinante, celle d'une sorte de cage invisible qui orienterait nos vies. Cette sensation d'être toujours un peu en décalage, de devoir courir sans cesse juste pour rester à sa place, que ce soit au travail ou sur les réseaux sociaux. C'est un sentiment très contemporain, pas vrai? Eh bien, il se trouve que ce sentiment n'a rien d'un hasard. Selon les analyses de deux penseuses vraiment importantes, Shoshana Zuboff et Barbara Stiegler, cette pression serait le produit de deux logiques. Deux logiques bien distinctes, mais qui, en fait, se renforcent l'une l'autre. Alors allons-y, plongeons dans le vif du sujet. On va regarder comment ces deux architectes, l'un qui vient du privé, du numérique, et l'autre du public, construisent ensemble, brique par brique, les murs de cette fameuse cage. On commence avec le premier architecte, celui qui a été identifié par Shoshana Zuboff. Zuboff, elle définit un capitalisme d'un genre nouveau. Il faut imaginer que chaque clic, chaque like, chaque déplacement et même chaque émotion est traité comme une ressource naturelle, une sorte de mine d'or à exploiter. Notre vie privée devient littéralement la matière première de cette nouvelle économie. Bon, mais comment ça marche concrètement? Le processus se passe en 4 étapes. Tout commence quand les plateformes collectent bien plus de données que ce qui est nécessaire pour faire fonctionner leur service. C'est ce qu'elle appelle le surplus comportemental. Ensuite, des intelligences artificielles moulinent toutes ces données pour créer des produits de prédiction. En gros, des outils qui prédisent ce qu'on va faire, ce qu'on va acheter ou même ce qu'on va penser. Et à la fin, bien sûr, ces prédictions sont vendues à qui veut bien payer pour les obtenir. Et cette citation de Zuboff, elle résume absolument tout. Le but final, ce n'est pas juste de nous connaître par cœur, c'est de nous rendre prévisibles. Et même, de nous pousser tout doucement vers des comportements qui sont profitables. Voilà donc la première force, celle des géants du numérique. Leur pouvoir, que Zuboff nomme instrumentarien, n'est pas violent, non, mais il est incroyablement efficace. Prenez Pokémon Go. Ça a transformé le simple fait de marcher en une source de données et de revenus. C'est carrément la monétisation de la vie tous les jours. Allez, on passe maintenant au second architecte, celui qui est analysé cette fois par la philosophe Barbara Stiegler. Stiegler, elle, identifie une injonction. C'est presque un ordre. Il faut s'adapter. Et cette idée, elle est présentée non pas comme un choix politique, mais comme une évidence, une sorte de loi de la nature, à laquelle on ne pourrait pas échapper. S'adapter ou disparaître. Et cette idéologie, elle a des conséquences vraiment profondes. Le citoyen, par exemple, cesse d'être un membre d'une communauté politique pour devenir un individu qui doit gérer son propre capital humain. Les services publics, comme la santé ou l'éducation, ne sont plus jugés sur leur mission, mais sur leur rentabilité. La transformation est assez frappante. Avant, la mission d'un hôpital, c'était de soigner. Celle d'une école, d'émanciper les esprits. Aujourd'hui, on leur demande d'être des entreprises performantes et de former des étudiants employables, c'est-à-dire parfaitement ajustés aux besoins du marché. Donc cette deuxième force, elle agit au cœur même de l'État et de nos institutions. Elle nous conditionne à accepter la compétition et la performance comme étant les seules règles du jeu. Et ça, que l'on soit patient, étudiant ou même fonctionnaire. Jusqu'à maintenant, on pourrait croire que ces deux forces agissent en parallèle. Mais en fait, c'est dans leur convergence que le véritable piège se referme. Non, ces deux architectes ne travaillent pas chacun de leur côté. En réalité, ils collaborent. Ils créent ensemble un environnement, une cage, où nos choix ont l'air libres, mais sont en réalité profondément orientés. Mettons-les un peu côte à côte. D'un côté, on a l'architecte numérique de Zuboff qui opère dans la sphère privée via la technologie pour créer un individu prédictible. Et de l'autre, on a l'architecte social de Stiegler qui agit via les institutions publiques pour former un citoyen flexible. Deux méthodes, mais un résultat qui converge. Le langage utilisé est très révélateur. Stiegler note que dans l'hôpital néolibéral, le patient n'est plus vu comme une personne à soigner, mais comme un client, dans une pure logique de marché. Et en parfait parallèle, Zuboff nous montre comment un jeu comme Pokémon Go a transformé nos déplacements en source de revenus. C'est la même logique de marchandisation qui s'applique, que ce soit pour notre santé ou pour nos loisirs. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Le citoyen adaptable façonné par le système de Stiegler, celui qui a été entraîné à être un entrepreneur de soi super flexible, eh bien, il est le sujet parfait pour la machine de prédiction et de contrôle de Zuboff. En fait, l'un prépare le terrain pour l'autre. Alors, est-ce qu'on est condamné à vivre dans cette cage? Pas forcément. Ni Zuboff ni Stiegler ne pensent que cet avenir est une fatalité. Toutes les deux affirment que d'autres modèles sont possibles. La grande question, c'est donc comment on fait? Les solutions qu'elles proposent sont différentes, mais en fait, elles sont plutôt complémentaires.
Zuboff, elle, insiste sur le besoin d'un cadre légal très fort, de nouvelles lois pour tout simplement interdire la marchandisation de l'expérience humaine. Stigler, de son côté, appelle plutôt à réinventer la démocratie de l'intérieur, en redonnant du pouvoir aux citoyens, dans les hôpitaux, les écoles, bref, dans toutes les institutions. Au fond, l'enjeu fondamental, il est là. C'est une question de souveraineté. Qui a le droit de décider ce qui, dans notre vie, peut être transformé en marchandise? C'est une question de souveraineté, à la fois individuelle et collective, face à ces pouvoirs devenus invisibles. Alors voilà, il reste une question en suspens. Si l'architecture de nos vies est bel et bien en train d'être conçue, qui devrait dessiner les plans? Est-ce qu'on laisse ce pouvoir aux algorithmes et aux experts, ou est-ce qu'on décide de le revendiquer collectivement? La question reste ouverte.